Bonjour à tous, donc merci de m'accueillir à Nancy. Donc Céline Thévenet, moi je suis responsable de la certification ISO 27001 et HDS au sein de Kiwi Backup. Donc Kiwi Backup est un éditeur de logiciels de sauvegarde de données. Donc nous sommes basés à Mulhouse et donc nous opérons sur la France entière. Alors, hop. Non, ça c'est là. Non, à droite. Tac, ouais, ok. Donc, nous opérons sur la France entière à travers un réseau de revendeurs informatiques. Donc, avant ces slides, ce que je voulais dire, donc pour rebondir sur les présentations précédentes, c'est que la sauvegarde de données va intervenir avant et après, c'est-à-dire avant un incident, parce que si on se rend compte quand on est attaqué qu'on n'avait pas de sauvegarde de données, eh ben, c'est trop tard. Donc tout ce travail-là, il va falloir le faire avant. Et après, parce que la sauvegarde est une des mesures qu'on va mettre en place dans le cadre d'une analyse de risque, par exemple. Donc, si on ne sait pas poser les bonnes questions avant de mettre en place cette sauvegarde, on risque très fort d'avoir de mauvaises surprises et donc de penser être protégé alors que non, pas du tout. Hein, on imagine un crash, admettons un incendie de data center, ce qui n'arrive jamais. Si à ce moment-là, on se demande où sont les données, est-ce qu'elles ont bien été sauvegardées, on essaie de restaurer, la moitié ne sont pas restaurables, l'autre moitié ne suffisent pas à relancer les systèmes, tout le travail qu'on a fait en amont est perdu. Donc ce que je voulais dire en préambule, c'est que la première étape, ça va vraiment être de faire une cartographie complète de son système d'information. Là, on rejoint le RGPD. Donc, cartographie de toutes les données, de tous les systèmes, et ensuite le tri. Dans le tri de ces données, on va en avoir, et donc là, je reviens sur le slide, on va avoir des données qu'on va vouloir sauvegarder, bien sûr, généralement les plus importantes. On va avoir d'autres données qu'on va vouloir archiver. Donc là, ce n'est pas le même traitement. Hein. On ne va pas sauvegarder, par exemple, des données qui ne vont jamais bouger. Hein. Mes anciens bilans comptables, par exemple, ça ne sert à rien de les mettre dans un processus de sauvegarde, puisque la sauvegarde va être intéressante lorsque les données vont bouger régulièrement. Si je veux revenir 2, 3, 10, 30 jours en arrière, avoir une vision de mes données à ce moment-là, là, la sauvegarde est intéressante. Si je veux avoir mon bilan comptable d'il y a 5 ans, aucun intérêt. Donc là, c'est plutôt de l'archivage. On a également des systèmes de synchronisation de données. Donc, je parlais tout à l'heure de faire sa cartographie. On va se rendre compte à ce moment-là qu'on a des données en interne sur les postes des collaborateurs, des fichiers Excel, etc. On va avoir des données dans le cloud, hein, Google Workspace, Office 365 et compagnie. On va avoir des données qui sont sur des NAS, par exemple, donc des serveurs qui peuvent être dans les locaux de l'entreprise ou pas. Enfin, il y en a un petit peu partout. Ce qui n'empêche pas de pouvoir les sauvegarder également. Donc on sait aujourd'hui faire du cloud to cloud. Donc on va sauvegarder avec une sauvegarde cloud des données qui sont elles-mêmes déjà dans le cloud. Donc on va sauvegarder des Google Workspace, etc. Mais ça nécessite bien sûr de savoir qu'on a des données intéressantes qui ne sont que là et qu'il faut sauvegarder. Hop. Donc, première étape, voilà. Quelles données sauvegarder? Donc, est-ce qu'on a identifié nos données et qui y a accès? De quoi est-ce qu'on doit les protéger? Donc ça, on y reviendra plus tard. Quelle est la valeur de ces données? Donc c'est important aussi de bien trier entre les données essentielles pour, par exemple, la mise en place d'un PRA. De quoi est-ce que j'ai besoin si tout crame pour redémarrer mon activité d'entreprise? Je n'ai peut-être pas besoin de tout. Donc ces données essentielles, celles-ci doivent absolument être sauvegardées. Après, c'est une question de coût et de stratégie d'entreprise. Et quand pouvons-nous les sauvegarder? Voilà, il y a des systèmes qui sont en place, qui tournent. Parfois, il est compliqué de faire de la sauvegarde à chaud. Ça, on pourra y revenir aussi. Donc, on en a parlé. On fait l'inventaire. On vérifie les modalités de sauvegarde des logiciels installés également, parce que pour certains, on va pouvoir... je vais dire des gros mots, parler de technique, mais pour certains, on va devoir sauvegarder des bases de données à chaud ou pas. Enfin, tout dépend en fait de ce qu'on veut faire. Vérifier les dépendances entre fichiers également.
suffit pas d'avoir sauvegardé un fichier. Si celui-ci a besoin d'autres fichiers pour fonctionner, il faut bien s'assurer qu'on a tout le panel. Et on décide avec tout ça en connaissance de cause de ce qu'on doit sauvegarder ou pas. Ensuite, comment est-ce qu'on choisit, une fois qu'on a fait son bilan donné, comment est-ce qu'on choisit sa solution de sauvegarde? Donc déjà, la sauvegarde, c'est une obligation du chef d'entreprise, hein, c'est-à-dire que si son entreprise, dans le pire des cas, fait faillite à cause d'une attaque et pour laquelle il n'avait pas mis en place les éléments nécessaires, il peut être poursuivi. Ensuite, on a différents types de sauvegarde. Hein, donc dans notre cas, donc on est certifié HDS pour les données de santé et ISO 27001. Mais évidemment, si on doit externaliser des données de santé, le minimum, c'est de prendre une sauvegarde qui soit certifiée HDS. Et on rencontre encore beaucoup de clients médecins qui se promènent avec leur PC sous le bras, qui rentrent à la maison, qui n'ont aucune conscience que leurs données sont des données de santé très très protégées. Il y en a même un parmi nos clients pour lequel on a dû restaurer 3 fois de suite les données. On a quand même demandé ce qui se passait. Et donc à chaque fois, c'était des personnes, enfin des remplaçants, auxquels ils donnaient tous les accès. Les remplaçants utilisaient le PC n'importe comment, ils faisaient tout sauter. Et donc le médecin nous a dit mais oui, mais c'est votre travail, hein, donc vous allez me restaurer à chaque fois le poste. Et donc lui ne mettait aucune sécurité sur ces données. Donc j'en passe, hein, où on va chez l'ophtalmo, on se retrouve seul avec le PC, tous les dossiers ouverts. Enfin voilà, sur les données de santé, on peut en parler longtemps. Hein, donc bien vérifier les certifications des entreprises auxquelles on confie ces données, ne serait-ce que pour être sûr que les données ne partent pas à l'autre bout du monde. Alors, les origines des pertes de données. Donc ça, on en a également déjà parlé. Donc on a 4 grandes catégories. Les erreurs humaines, voilà, imprudence. Bon, j'ai malheureusement effacé des données indispensables. Ça, on en a aussi, hein, des comptables qui vont supprimer toute une série de factures et qui nous demandent après de restaurer l'ensemble de leur système. Mauvaise manipulation. Manque de formation des collaborateurs, ils ne savent pas utiliser les outils, donc ça crée des soucis. Les mots de passe partagés, faibles ou volés. Et donc là, on n'a pas parlé non plus de notre administrateur malveillant ou voilà, indélicat. Donc ça aussi, on a eu des cas, un client qui nous appelle en disant « mais je ne comprends pas, toutes les machines sauvegardées ont disparu de mon interface d'administration, où sont-elles passées ?» Ok. Donc on analyse ces logs pour se rendre compte qu'un de ces anciens administrateurs qui était parti un peu voilà, en délicatesse avait toujours ses mots de passe, qui n'avaient pas été révoqués, donc il s'est connecté, il a supprimé toutes les machines de ce client. Heureusement, on a pu évidemment lui remettre tout en place, mais c'est un risque aussi qui est non négligeable. Défaillance du matériel, donc vétusté, on en a parlé, hein, voilà, on a encore qui sauvegarde des serveurs Windows de Mathusalem, voilà, donc, qui ne veulent pas faire leur mise à jour. Problème de défaillance d'antivirus, firewall mal paramétré, etc. Des causes naturelles, donc ça c'était, j'allais dire très amusant, mais non, c'était pas très amusant. En fait, quand on a fait notre analyse des risques chez Kiwi Backup, la première ligne c'était incendie du data center. On s'est dit, oh ben non, ça n'arrive jamais, donc jamais. Donc qu'est-ce qu'on met? Probabilité que ça arrive, oh, très faible. Eh ben, c'est la première fois en fait qu'on a pu tester en réel tout PCA, PRA, enfin la totale. C'était il y a 3 ans, hein, il me semble maintenant. Donc quand il y a eu ce fameux incendie d'OVH, où on avait, nous, des serveurs hein, qui ont brûlé. Et donc ça nous a permis de voir que l'analyse des risques, que la PSSI, que toutes les procédures, que le fait de réviser, de tester son PRA régulièrement, tout compte fait, c'est un investissement, mais qui n'est pas du tout vain, hein, puisqu'en dans la matinée, tous les services étaient repartis. Et ce qui montre aussi que, en termes de sauvegarde, la façon dont on externalise est excessivement importante, puisque les personnes qui avaient souscrit l'option sauvegarde chez OVH, en fait, les serveurs, ils étaient dans la pièce d'à côté, donc ils ont brûlé avec, et donc, en fait, il n'y avait pas de sauvegarde. Donc, c'est très important d'avoir voilà, une distance minimum entre 2 data centers quand on parle de copie de sauvegarde.
Donc incendie, inondation, etc. Et enfin, cybercriminalité, tout ce qui est ransomware, toutes les failles, phishing, etc., etc. Donc, tout ce qui peut arriver à nos données. Donc ça, ce sont les 5 critères qui, pour nous, permettent de savoir si on a une bonne solution de sauvegarde ou non. Donc, première, c'est l'historique. Si vous avez une solution de sauvegarde qui propose 3 jours, par exemple, d'historique, souvent, ce n'est pas du tout suffisant. Il suffit qu'il y ait un grand week-end, il suffit que voilà, on ait un cryptovirus qui arrive un vendredi, le temps qu'on s'en rende compte, et ben, les 3 copies, enfin les 3 sauvegardes sont vérolées de la même manière. Donc, nous, on a 90 jours d'historique minimum, 365 si les clients le souhaitent, mais voilà, c'est vraiment pour nous 3 mois d'historique est vraiment le minimum. Ensuite, non-altération. Donc là, on rejoint l'idée de sauvegarde immuable, c'est-à-dire que rien ni personne ne doit pouvoir modifier un fichier qui a été sauvegardé. Donc là, on parle de rupture de protocole. On a des données qui sont complètement en dehors du système et du réseau où se trouvent les données classiques. Donc non-altération. L'externalisation, donc là on en parlait à l'instant, donc externalisation oui, mais est-ce qu'il y a bien une distance suffisante des data centers différents, etc. L'effectivité, donc très important, ça c'est aussi un point qu'on oublie souvent, c'est est-ce que ça fonctionne bien. Donc là, nous ce qu'on conseille, c'est de faire au moins 2 fois par an des tests de restauration. Parce que souvent, c'est là qu'on se rend compte qu'on n'a pas tous les fichiers ou qu'il y en a un qui a été altéré, donc on a sauvegardé le fichier altéré. Et ben, le jour où on en a vraiment besoin, on ne l'a plus. Et complétude, donc ça rejoint l'idée de départ. Est-ce que j'ai bien fait mon analyse de tout mon système d'information et est-ce que dans ma sauvegarde, j'ai bien toutes les données dont j'ai besoin? Donc ça, c'est plus de l'organisationnel que du technique, mais c'est néanmoins indispensable. Ensuite, donc là, j'ai repris 6 systèmes qui peuvent permettre de faire de la sauvegarde de données. Donc en partant de la clé USB, donc le disque dur externe, le NAS, des FTP, la sauvegarde sur bande et le cloud. Donc on va passer un petit peu en revue l'ensemble de ces systèmes. Donc la clé USB, alors historique, non. Historique, déjà, il y a un être humain qui va devoir officier. Donc moi, je propose souvent, ça marche bien si on va en vacances à Tahiti, d'avoir un collier de clés USB. Donc on a 31 clés USB autour du cou, de couleurs différentes si besoin. Et donc une clé USB correspond à un jour pour avoir sa sauvegarde du mois. Donc ça, à part la boutade, c'est pas pratique du tout. Non-altération, pas franchement, puisque quelqu'un peut prendre la clé USB, supprimer, modifier les fichiers. Externalisation, ça dépend où elle est. Si elle est dans la poche, elle peut être externalisée, mais sinon, souvent, elle reste branchée sur le poste. Effectivité, on ne sait pas du tout si ça va marcher le jour J. Est-ce que ça va répondre aux risques humains ? Non. En fait, ça répond franchement à aucun des risques. Donc, la clé USB à éviter. Le disque dur externe, souvent, il reste branché sur le réseau. Et donc, en cas de malware, eh bien, il va se retrouver chiffré de la même manière que le reste du système d'information. Donc, en termes d'effectivité et d'historique, ce n'est pas suffisant. Surtout qu'à ce moment-là, on va aussi se retrouver avec des problématiques de volumétrie, puisque là, qui dit disque dur externe, je vais copier bêtement mes données sur mon disque dur, donc je vais copier une volumétrie complète. Donc si je veux 90 jours d'historique, je vais me retrouver avec des volumes incroyables à devoir mettre en place. Et donc ça répond de la même manière vraiment à aucun des risques qu'on va encourir. Le NAS, donc là, le NAS, c'est la partie où on va l'avoir à l'intérieur de son réseau d'entreprise. Donc, on a toujours ces problématiques de volume, donc d'historique. Si on veut un historique suffisant, le NAS ne va pas suffire, surtout si on n'a pas donc, de l'optimisation et les optimisations logicielles qui permettent de limiter les volumes à sauvegarder. Ça ne va pas répondre du tout non plus à la problématique ransomware, puisque le NAS va se retrouver chiffré de la même manière que le reste du SI. Oui, là j'ai dit un acronyme.
le FTP, ça peut être une solution. C'est assez technique déjà. Il faut avoir une équipe informatique qui sache le faire. Donc ça va permettre d'avoir une rupture de protocole et peut-être d'externaliser. Ça dépend où est le serveur. Effectivité, ça peut répondre aussi aux besoins. Ransomware, comme c'est non altérable, ça répond aux besoins. Maintenant, on retrouve toujours nos problèmes de volumétrie, nos problèmes d'erreurs humaines, de matériel qui crache et d'incendie ou d'inondation. Donc c'est mieux, mais c'est toujours pas ça. La sauvegarde sur bande, ça se fait de moins en moins. Donc là, une des problématiques, ça va être qu'il y ait quelqu'un dans l'entreprise. Alors soit tout est automatisé, soit on a quelqu'un dans l'entreprise qui va devoir se charger de changer les bandes tous les jours, de les stocker, de les externaliser. Donc là, on a de gros risques également sur les données à ce propos-là. Donc mieux, mais toujours pas ça. Et on va avoir la sauvegarde cloud, où là, on va avoir un historique, on va avoir une rupture de protocole, donc une non-altération des données, une externalisation, avec des duplications sur plusieurs data centers, une effectivité, oui, et ça va répondre à l'ensemble des risques encourus par les données. Après, donc un petit tableau récapitulatif. En fait, le plus important, voilà, de ce que j'allais dire, le plus important, c'est de vraiment confier ces données à des partenaires de confiance. Donc, on en a déjà parlé. ISO 27001, en fait, nos clients ne le demandaient pas. Maintenant, on commence à voir apparaître des questions. On nous demande nos certificats, on nous demande des attestations de localisation des données, ce qui n'arrivait pas. Donc, on sent que la sensibilisation fonctionne. Donc ce sont des choses qui sont très contraignantes, on l'a dit ce matin, c'est un vrai investissement en temps, en matériel, en argent évidemment, hein, c'est un investissement pour la société, mais c'est indispensable déjà pour rassurer les clients et surtout en interne pour savoir qu'on est prêt à faire face à toutes les situations, même en cas de pire catastrophe. Donc voilà, attention aux prestataires de sauvegarde de données que vous choisissez, puisque ça peut être tout à fait un message plus marketing. Hein, rassurez-vous, on va protéger vos données. Donc ça, non, ça ne suffit pas. Il faut vraiment avoir une entreprise qui soit certifiée. Voilà, j'en ai fini. Donc, je suis à disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions ? Oui. Bonjour, merci pour la présentation. J'ai une question parce que vous dites que le meilleur système, c'est le système de cloud. Mais aujourd'hui, avec les identifications, imaginons qu'on subit une super attaque et qui s'attaque directement au compte qui gère le cloud et qu'on perd tout sur le cloud. Les autres solutions telles que le NAS, etc. ne seront pas les meilleures ? Alors qu'on perde tout sur le cloud, ça veut dire que quelqu'un attaque votre prestataire de sauvegarde de données et atteint ses serveurs. C'est ça ? Nous, par exemple, c'est nous-mêmes. On gère nos sauvegardes internes. Ouais. Donc on n'a pas de prestataire vraiment externe à tout ça, en fait. D'accord, donc c'est pas vraiment un service cloud. En fait, vous avez vos données sur votre réseau interne, mais externalisées sur un autre site, c'est ça ? Oui, on a des sauvegardes ailleurs, mais c'est surtout la question du cloud. Parce que si demain, nous, on veut passer sur du cloud, oui. Si on a cette solution, on fait confiance, par exemple, à Kiwi Backup, mais que finalement, on n'est plus rien parce que vous êtes fait attaquer. Il faut quand même qu'on garde cette solution interne à notre entreprise. Alors, il y a plusieurs choses. Donc, si on se fait attaquer, ouais, ça veut dire que nos serveurs, nous, sont compromis. Donc, effectivement, il y a plusieurs barrières. Donc, il y a déjà la barrière entre votre réseau et le réseau sur lequel nous, on va sauvegarder les données. Donc, il y a une première barrière. Ensuite, nous, on a un PRA
qui est également, c'est une deuxième barrière, un PRA qui lui-même est immuable. Donc on va copier 2 fois par jour toutes les données sauvegardées sur un autre data center avec voilà, une barrière. Donc au pire du pire, c'est ce qui est arrivé avec l'incendie OVH en fait. Hein. Tout a brûlé. Donc on n'avait plus rien du tout. On a réinstallé le PRA. En fait, le PRA est devenu le système principal. On a fait retourner tous les services. Et en parallèle, on a reconstitué un nouveau PRA. En fait, il y a une inversion. Hein. On a reconstitué un PRA qui est devenu la sécurité, voilà, la nouvelle sécurité. Maintenant, vos données, vous les avez, c'est sûr. Si vous prenez un cryptovirus, vous ne les avez plus. Mais il y a quand même ces 2 sécurités complémentaires avec la sauvegarde cloud. D'autres questions? Oui, une petite question. Pourquoi kiwi et pourquoi pas papaye? C'est là. Alors, la réponse qu'on fait généralement, c'est parce que Orange était déjà pris. Voilà. Non, qu'on avait besoin de quelque chose de vitaminé, d'international. Donc, c'était Kiwi Backup. Merci beaucoup, Céline. Un double merci parce que je ne cesse de dire qu'on a besoin de femmes dans notre métier parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et à chaque fois, je rencontre des femmes formidables qui s'expriment sur le sujet. Donc, un double merci. Voilà. Merci beaucoup. Je voudrais justement aussi rebondir sur ce sujet parce que très souvent, quand on me pose la question quelle est la première chose que tu recommandes de faire pour se protéger contre les cyberattaques? La première chose que je dis, c'est est-ce que vous avez une stratégie de sauvegarde? Parce que c'est quand même fondamental. Si on a une bonne sauvegarde, si elle était bien construite, on devrait un peu plus être résilient en cas de cyberattaque. Ça pose derrière une autre question importante et une responsabilité de celui qui contracte ça. Hein. C'est quand vous dites aussi « je vous fais confiance », non, quand on contractualise, on ne fait pas confiance, on pose des questions, c'est normal. On dit voilà ce que je veux, comment ça se passe, quelles sont les conditions de récupération, c'est quoi, c'est où, et en combien de temps on récupère les données si on prend un contrat de sauvegarde. Je pense que c'est important de le dire. Voilà, donc il faut que chacun soit responsable. Et un dernier point, ça a été souligné par Céline à un moment, et on ne l'a peut-être pas assez dit, mais on a parlé d'ISO 27001, on a parlé de RGPD, on a parlé de NIS 2, mais il ne faut pas oublier aussi toutes les réglementations propres à chaque métier qui viennent se rajouter à toutes les couches de socle de réglementation qui existent déjà. Hein, si on travaille dans le domaine, on a parlé de HDS pour les données de santé, mais si on travaille dans le domaine de la chimie ou dans le domaine du transport, il y a aussi des réglementations supplémentaires qui viennent se rajouter à ça.